Et c'est le temps de l'info avec nos invités, nos experts qui sont avec nous pour décrypter cette actualité. Et tout d'abord, cette information communiquée par le Pentagone cette nuit face à la menace de riposte au Proche-Orient venant de l'Iran et du Hezbollah. Les États-Unis vont déployer davantage de navires de guerre et d'avions de combat au Proche-Orient. Les forces étaient en alerte, mais le ministre de la Défense n'avait pas encore pris de décision. C'est chose faite. On va regarder ce communiqué du Pentagone. Le ministre Austin qui a ordonné une modification du dispositif militaire américain. On va surtout écouter la porte-parole du Pentagone. Voilà, la porte-parole du Pentagone. Le secrétaire Austin a souligné que l'ampleur sans précédent du soutien des États-Unis à Israël depuis le 7 octobre ne devrait laisser aucun doute à l'Iran, au Hezbollah libanais et aux autres groupes terroristes soutenus par l'Iran quant à la détermination des États-Unis. Il dirigera plusieurs changements de posture afin de renforcer la protection des forces américaines dans toute la région, d'apporter un soutien accru à la défense d'Israël et de veiller à ce que les États-Unis soient prêts à répondre à cette crise en évolution. Pour ce qui est des détails, je n'ai rien à vous dire pour l'instant. Voilà, et dans le détail, ça donne ceci, parce qu'on les a eus, ces détails dans la nuit donnés par le Pentagone. Le porte-avions Abraham Lincoln remplace le porte-avions Theodore Roosevelt actuellement déployé. Les États-Unis vont également envoyer des croiseurs et contre-torpilleurs supplémentaires, porteurs de missiles balistiques de défense, ainsi que le déploiement d'un escadron supplémentaire d'avions de combat. Alors nous sommes avec nos invités. Manas Chirali, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran et auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Nous sommes également avec Aurélien Duchesne. Bonjour, consultant géopolitique et défense. Claude Blanche-Messon est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de Vivre avec Poutine aux éditions Temporis. Et nous sommes également avec Cyril Géliptard. Bonjour. Doctorant et spécialiste des renseignements russes. Alors, ça vous évoque quoi, ce dispositif américain qui a été révélé cette nuit, Aurélien Duchesne ? Ça évoque deux choses. La première, c'est que on avait vu déjà au printemps 2024 qu'il y avait eu un tel renforcement des moyens aéronavals, ceux de la 5e flotte. Quand on dit flotte aux États-Unis, c'est un porte-avions et tous les moyens afférents. Et on rappelle que cette zone, celle du commandement central, Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain que vous évoquiez, en vient, c'est 57 000 soldats. Or, ces soldats, c'est à la fois, par exemple, la base d'Al-Udeid au Qatar face à l'Iran. C'est vraiment un pistolet braqué face à l'Iran. Et ce que ça m'évoque, c'est aussi un précédent. Celui des années 80, la présidence Reagan, la guerre des tankers à l'époque. L'Irak de Saddam Hussein était en guerre contre l'Iran. Et les Américains, de leur volonté d'assurer la sécurité de leurs alliés dans la région et de la liberté, par exemple, de navigation, celle de tous les pétroliers, avaient été jusqu'à couler des navires iraniens en riposte à des frappes qui avaient été faites contre eux. Donc c'est dire à quel point les Américains sont prêts à franchir des limites, parce qu'aujourd'hui, on peut y voir évidemment une posture de dissuasion, de montrer à l'Iran qu'il ne faudra pas aller trop loin. On a vu enfin que les Américains, en avril de cette année, lorsque l'Iran avait envoyé 300 missiles et drones depuis son propre territoire vers Israël, les Américains ont abattu 80 drones avec leurs propres moyens, avec des avions F-15. Oui. Mais encore une fois, quand on voit ce que les Américains ont fait dans les années 80, c'est-à-dire attaquer directement des cibles iraniennes pour se défendre, on ne peut plus rien exclure du déploiement qu'on voit en ce moment. Manas Chirali, c'est quoi ? C'est de la communication, de la dissuasion ou de la préparation face à une attaque coordonnée ? Parce que ça fait partie des pistes qui sont sur la table suite à ces éliminations ciblées. Je pense plutôt que c'est une préparation, parce que la région est à la veille d'une grande guerre, d'un grand embrasement. Donc les Américains, c'est tout à fait normal qu'ils se préparent, qu'ils soient présents sur la région. De toute façon, on ne peut pas laisser à la République islamique d'embraser la région comme elle le souhaite. Cyril Géliptard, c'est vrai qu'on attendait ces détails. C'est vrai qu'on savait depuis jeudi soir qu'il y allait avoir un redéploiement des forces américaines dans la région. On attendait que Lloyd Austin, effectivement, les annonce. Mais là, les Américains ont déployé, ce sera surtout dissuasif. Ils ne vont pas, c'est montrer aux Iraniens, comportez-vous correctement, sinon ça pourrait barder. Mais je ne pense pas que les Américains aient la volonté, par contre, d'envahir l'Iran. Je pense qu'il faudrait même beaucoup plus d'hommes que seulement 150 000 pour envahir un tel pays. Un pays aussi grand. Il s'agit de concrétiser l'affirmation politique selon laquelle les États-Unis défendront Israël si Israël est attaqué. Alors effectivement, c'est assez astucieux de
décider de la relève d'un porte-avions par un autre, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura 2 porte-avions américains sur zone. Ouais. Ça veut dire quoi justement là qu'on en remplace un par un autre Au moment de la relève, oui, mais au moment de la relève, effectivement, puisqu'il ne peut pas y avoir de blanc, eh bien, il y aura 2 porte-avions américains. Ça veut dire en réalité un renforcement de la présence du groupe aéronaval. Il y aura en réalité 2 groupes aéronavals qui seront sur place en même temps. Ça, c'est pour dissuader complètement, effectivement, l'Iran. La deuxième chose importante dans cette annonce, c'est le fait qu'on envoie des croiseurs, des contre-torpilleurs, nous on dirait sans doute des frégates, qui sont porteurs qui peuvent tirer sur des missiles balistiques qui viendraient d'Iran ou des proxys de l'Iran. Et ça, je crois que c'est très concret, parce que c'est ce qui va se produire. Et on va analyser effectivement tout ce qui est sur la table. C'est-à-dire qu'il va y avoir des flux de missiles qui vont arriver venant du sud Liban ou venant carrément de l'Iran. Et ces navires-là vont renforcer la capacité des États-Unis d'intercepter une bonne partie de ces missiles. Donc c'est une défense physique par rapport aux missiles qui risquent de viser Israël dans les prochains jours. Et puis, effectivement, escadron force terrestre pour faire face à toute éventualité et pour dissuader l'Iran et ses proxys d'envisager une véritable guerre contre Israël. Donc, je crois que c'est un dispositif très, très complet, très, très pratique, à la fois dissuasif sur le plan global, mais pratique pour la défense contre les missiles qui vont être envoyés. Et Joe Biden qui s'est exprimé jeudi en marche de la libération des prisonniers américains en Russie, le président américain qui s'est dit très inquiet, écoutez-le. Je suis très préoccupé par cette question. J'ai eu une réunion très directe avec le Premier ministre israélien aujourd'hui et il a compris très directement. Nous avons les bases d'un cessez-le-feu et ils doivent aller de l'avant et ils doivent le faire maintenant. Voilà, nous sommes avec Myriam Benrad. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris et auteur de Terrorisme, les affres de la vengeance. On vient d'expliquer ce redéploiement américain qui a été annoncé hier par Lloyd Austin. On l'attendait depuis jeudi soir, ce redéploiement. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que les États-Unis se préparent à cette attaque coordonnée? Oui, alors déjà, je pense que c'est quand même important de souligner que c'est pas le premier redéploiement, qu'il y a déjà eu finalement cette démonstration de force, qui s'accroît, mais finalement plusieurs mois après le début de la guerre à Gaza et dans un contexte d'escalade que les États-Unis ont quand même échoué à juguler pour le moment. Bon, donc c'est un peu les États-Unis en quelque sorte qui se replacent dans leur position de gendarmes, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est essentiellement à visée dissuasive. Il n'y a aucune intention américaine pour l'heure d'intervenir militairement contre l'Iran et d'opérer un regime change comme ça avait été le cas en Irak en 2003. Les États-Unis sont tout de même revenus beaucoup sur cette doctrine dans le contexte des différents conflits dans la région. Et puis surtout peut-être un point important qu'il faut dire, c'est qu'en parallèle de cette démonstration de force dissuasive, il y a une nouvelle délégation qui est envoyée au Caire avec l'espoir cette fois de pouvoir trouver une issue et de négocier un cessez-le-feu, une trêve à Gaza. Donc ne perdons pas de vue que les États-Unis tentent quand même de jouer la carte diplomatique, même si encore une fois on peut juger qu'elle arrive un peu tard et que l'administration Biden a tout de même largement, comme je l'ai mentionné, échoué à contenir cette escalade régionale. Oui, et d'ailleurs, on vient de l'entendre, Joe Biden, il fait de nouveau allusion à cette trêve et à ce cessez-le-feu. Cyril Gilipta, vous vouliez intervenir? J'avais une question pour Myriam Benrad, si c'est possible. Oui, bonjour madame. J'avais une question pour vous. Là, nous parlons de l'administration Biden, de sa réaction actuellement, mais est-ce que nous avons une idée de ce qui nous attend si nous avons l'administration Trump? C'est-à-dire qu'il va prendre, quelle va être sa politique à l'égard de l'Iran? Je dis cela car nous avions eu, quand déjà Trump était président, il avait eu comme conseiller à la sécurité nationale M. Bolton, qui était très farouchement pro-guerre contre l'Iran, dirons-nous, pour ne pas dire qu'il était très radical contre le régime iranien. Je ne sais pas si vous avez des éléments en ce sens.
Oui, alors bon, moi, ma perception, c'est qu'on s'oriente peut-être, vous mentionniez l'administration Reagan, j'ai l'impression qu'on pourrait s'orienter vers un retour des États-Unis à une forme de realpolitik, enfin, ce qui a été d'ailleurs leur souhait les années Obama, mais en réalité, les États-Unis sont, on le voit, en permanence réattirés dans la région. Ça a été le cas avec Daesh, c'est le cas aujourd'hui avec la relance du conflit au Proche-Orient et cette guerre effroyable à Gaza. Mais ils sont réattirés contre leur gré, parce qu'on a quand même une opinion publique aussi américaine qui est assez largement, au-delà des clivages partisans hostiles, un réengagement lourd sur le plan militaire dans cette région. Il y a eu un pivot stratégique vers la zone Indo-Pacifique, je pense, qui est toujours d'actualité. Et puis concernant Trump, c'est quand même la diplomatie du business, Trump. Donc il n'a pas d'intérêt non plus à aller en guerre. Il voudra par tous les moyens aussi négocier un cessez-le-feu. La vraie question, c'est quelle emprise cette administration future, donc qui va arriver au pouvoir dans quelques mois, aura sur le gouvernement Netanyahou, qui en réalité aujourd'hui échappe à tout contrôle, qui a pris un certain nombre de décisions de son propre chef sans véritablement penser à l'après. Donc voilà comment je vois les choses, mais je ne vois pas les États-Unis se réengager militairement dans cette région. Claude Blanche-Maison, on a entendu Joe Biden effectivement qui continue de presser Benjamin Netanyahou de conclure une trêve à Gaza, un accord sur la libération des otages aussi. Ça n'a jamais été dans les priorités du Premier ministre. Bon, ce qui est important, c'est que les négociateurs soient envoyés au Caire. Ça veut dire qu'on ne refuse pas qu'il y ait une conversation, qu'il y ait une négociation qui se poursuive. Effectivement, cette négociation a peu de chances d'aboutir dans les circonstances actuelles, parce que probablement que ça n'est pas l'intérêt de Netanyahou, mais lui-même ne peut pas refuser. D'abord, il ne peut pas refuser parce qu'il y a une très forte pression américaine. Pas refuser aussi parce que les familles des otages demandent qu'il agisse, ils demandent des comptes naturellement. On ne sait pas exactement d'ailleurs dans quelle situation sont ces otages, mais je pense que la négociation va se poursuivre, c'est plutôt l'intérêt des différentes parties prenantes, mais malheureusement il est probable qu'elle ait peu de chances d'aboutir. Alors sur la riposte maintenant, on a entendu les menaces de Hassan Nasrallah jeudi, le chef du Hezbollah, aussi les menaces de vengeance de l'Iran qui a subi un réel affront avec cet assassinat ciblé à Téhéran. Alors quelle forme pourrait-elle prendre? L'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, parlait hier d'une riposte combinée, une attaque combinée de drones et de missiles à grande échelle qui intègre les leçons de l'attaque d'avril 2014. Et aujourd'hui, il donne d'autres détails. Allez, voici: l'Iran et son axe de la résistance pourraient cibler les forces américaines en Syrie dans le cadre d'une frappe de représailles. Des milices irakiennes en Syrie ont déplacé leurs combattants dans l'est du pays dans le but de cibler les bases de la coalition internationale dans un certain gouvernorat. Du matériel lourd a aussi été déplacé. Et il faut dire que depuis le 7 octobre, il y a eu plus de 150 attaques qui ont ciblé les forces américaines en Syrie et en Irak. Ça pourrait être une première étape? Oui, ce serait déjà un peu une redite de ce qu'avait fait l'Iran en janvier 2020. On avait appelé ça l'opération Martyr Soleimani pour venger Qassem Soleimani. Et les Iraniens, justement, avaient frappé avec leur proxy des forces américaines en Syrie, voire en Irak. Plus de 100 militaires américains blessés, mais aucun mort. Et on avait vu en tout début de cette année que c'est quand les Américains avaient eu des victimes, pour le coup, à ce qu'on appelle la base Tour 22, qui était au sud de la Syrie. Ils avaient été frappés par des groupes, des proxys pro-iraniens. Donc les Américains s'attendent absolument à ce scénario. Et ils s'attendent aussi à autre chose. Ce serait, en fait, pour eux, il y a deux scénarios. Sinon, il y a celui où les Iraniens feraient à nouveau une attaque depuis leur territoire souverain, parce qu'ils ont quand même été frappés sur leur sol. Ou alors, le deuxième scénario, qui est le plus probable, si on en croit des instituts comme l'ISW, ce serait que si les Iraniens passent plutôt par leur proxy, comme le Hezbollah, on rappelle que là, le Hezbollah, c'est 100 à 150 000 roquettes, des dizaines de milliers d'entre elles qui seraient opérationnelles. Si le Hezbollah veut, par exemple, pillonner les forces américaines qui sont en Syrie ou en Irak, là, ce seraient des enjeux beaucoup plus graves que ce qu'on a vu en début d'année. J'en termine sur la riposte qui avait été celle des Américains par rapport à la riposte des proxys iraniens envers eux. Les Américains avaient arrosé tout le monde. Des groupes comme Kataib Hezbollah, qui n'est pas le Hezbollah, mais qui est aussi un allié de l'Iran, ou encore des groupes comme la Résistance islamique en Irak, qui est un autre bras armé de Téhéran dans la région. Là, les Américains s'attendent à être attaqués par à peu près tout le monde. Et les 57 000 troupes qui sont dans la région, une bonne partie d'entre elles sont justement
Alors il y a Jordanie et Syrie où ils ont des forces là-bas. Madame Chirali, l'idée c'est de retenir les leçons d'avril aussi 2024, quand 99% des missiles et de drones ont pu être interceptés par Israël et par ses alliés. Là, aujourd'hui, ici, l'idée c'est un peu de détourner les ressources pour justement que ces missiles puissent atteindre leur cible. Je pense que la leçon à retenir, c'est qu'on peut tout attendre de la part de la République islamique et ses alliés. On peut tout attendre. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Ils ne peuvent pas faire face à l'armée américaine et à l'armée israélienne. Et en même temps, ils ont cette force que la vie de leur population, de leurs civils, n'a pas d'importance pour eux, ce qui les rend particulièrement invulnérables et imprévisibles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Personne ne peut vous le dire à l'instant qu'il est. Parce que j'ai beau écouter les différentes parties, je suis allée dans les salles virtuelles des dirigeants du régime, de leurs idéologues, et tantôt ils veulent une grande vengeance contre Israël à cause de la mort d'Ismail Haniyeh. De l'autre côté, ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Donc, d'un côté, la peur, l'autre côté, la nécessité, l'obligation de vengeance. Parce que s'ils ne se vengent pas, s'ils ne font rien, ce sont leurs bases, leurs alliés, leurs proxys qui vont les lâcher. Ils doivent garder la face devant leurs proxys, devant cette rue arabe pour qui l'Iran, la République islamique représente la résistance face aux États-Unis et à Israël, mais en même temps, la République islamique n'a pas les moyens de ses ambitions. Oui, on va poser la question à Myriam Benrad qui est toujours avec nous. Est-ce que l'Iran pourrait arriver à mettre en musique ce scénario sophistiqué qui est décrit dans l'ISW, c'est-à-dire cette attaque coordonnée entre elle et ses différents proxys? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ma collègue et je pense qu'elle a dit quelque chose d'important. On est en présence au Moyen-Orient de culture honorifique et cette culture de l'honneur, elle est centrale en Iran, mais elle est centrale aussi dans tous les autres États où la République islamique iranienne a activé, apporter son soutien, instrumentaliser un certain nombre de groupes qui eux aussi partagent cette référence à l'honneur, cette soif de vengeance contre ce qu'ils perçoivent comme étant une grande humiliation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'axe de la résistance a su articuler ce grand méta-récit de l'humiliation du monde musulman, qui évidemment au sein duquel la variable palestinienne occupe une position centrale. Donc c'est vrai que du point de vue symbolique, le capital est très important. Ils sont capables vraiment de nuire très fortement au niveau régional parce qu'ils ont su, encore une fois, prendre finalement les devants de cet axe des humiliés. Maintenant, là où je partage aussi le point de vue qui a été énoncé, ils n'ont pas les moyens, ne serait-ce que par la taille du pays, l'ampleur de ce que cela représenterait de défendre le territoire de l'Iran face à une éventuelle invasion américaine. Encore une fois, je n'y crois pas à ce scénario, mais à une attaque de plus grande ampleur, ils n'en ont pas les moyens. Ça créerait aussi, je vais finir sur ce point, un risque d'instabilité interne qu'ils redoutent, notamment depuis la vague de contestation à laquelle on a assisté ces dernières années. Donc ils marchent sur des œufs, mais en même temps, ils ont les moyens, en effet, par procuration, d'activer un certain nombre de mandataires à l'échelle du Moyen-Orient. Et puis un autre point d'inquiétude aussi, toujours mentionné dans l'ISW, qui estime que l'Iran a fait usage de sa dissuasion nucléaire dans la riposte qu'il prépare contre l'État hébreu. On peut lire ceci: la dissuasion nucléaire iranienne contre Israël nécessite très probablement que l'Iran démontre une capacité raisonnable à frapper le territoire israélien avec un dispositif de lancement capable de transporter une ogive nucléaire. Ça va être aussi peut-être une démonstration de la part de l'Iran, ou pareil, elle n'a pas du tout les moyens de le faire. Oui, alors ça c'est crédibilisé par le fait que les Iraniens, à travers leur proxy ou directement eux, testent un peu les capacités de défense israélienne. On a vu par exemple que les Iraniens avaient lancé des missiles, n'avaient encore jamais lancé sur personne, que les Israéliens ont intercepté directement presque dans l'espace avec un système Arrow 3. C'était un peu une répétition généralisée de leurs propres tests balistiques. Ensuite, alors, il faut raison garder quand on regarde un peu l'ISW,
l'ISW disait en 2003-2004, quand il défendait ce qu'on a appelé plus tard le surge, je l'appelle court, mais c'était la montée en puissance du dispositif américain en Irak, l'ISW nous expliquait que l'Iran était au seuil de la bombe nucléaire. C'était il y a 20 ans. Ils s'en sont fortement rapprochés depuis, notamment du fait que Trump ait eu la bonne idée de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. Donc là, il est vrai que l'Iran est à quelques années potentiellement d'avoir la bombe nucléaire. Ils s'en rapprochent, ils sont assez désinhibés là-dessus. Mais il faut toujours être prudent quand on regarde l'ISW s'agissant de l'Iran. Ouais. Mais Cyril Gélipta, est-ce que là, il ne faut pas, comme on l'expliquait sur ce plateau, est-ce que l'Iran ne doit pas là montrer un peu les muscles et aller un petit peu plus loin, montrer qu'elle est capable finalement de vraiment d'arriver à ses objectifs, hein. Vous savez, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en échangeant sur le sujet avec un spécialiste du Moyen-Orient qui avait travaillé sur la zone pendant des années, il me disait, dans les pays du Moyen-Orient, plus vous hurlez fort, moins vous faites. Donc, vous allez donc les Iraniens qui ont un peu ce complexe, complexe obsidional, puisque entourés par des bases américaines, ont besoin d'hurler très fort pour montrer un peu les muscles. Question d'éviter d'avoir à trop en faire. Donc ils vont sans doute faire des attaques par proxy, oui. Puis à le Hezbollah, c'est possible. Pour attraquer des troupes américaines en Irak, en Syrie, oui, c'est possible. Mais ils vont pas non plus lancer de grandes offensives pour, je ne sais pas, bombarder tous les objectifs de l'armée américaine au Moyen-Orient, par exemple. Ils n'en ont pas les capacités, ils n'en ont pas la volonté non plus. Après, quand ils ont fait l'attentat du Drakkar en 83, qui a tué 300 Américains, les Américains se sont dit, mais ils n'oseraient jamais faire ça, et ils l'ont fait. Oui, c'est vrai. Oui, mais là, aujourd'hui, ils savent que la riposte risquerait d'être plus dure, peut-être. Non, le grand problème aujourd'hui de la République islamique, c'est qu'elle n'a pas le soutien de son peuple. Non seulement les Iraniens, en 90%, sont contre ce régime, désavouent les politiques de la République islamique, mais encore leur propre base, les gens qui ont soutenu la République islamique, cette minorité qui était toujours derrière la République islamique, cette minorité continue à dire pourquoi, pour un non-iranien, nous devons entrer dans une guerre. Ismail Haniyeh a été assassiné, c'est une très grande humiliation, mais ce n'est pas pour un non-iranien, pour une cause étrangère, que notre pays doit entrer dans la guerre. Donc, de tous les côtés, la République islamique est sous la pression, aussi bien de la part de l'écrasante majorité des Iraniens qui ne désavouent à 100%, mais aussi de la part de ses propres soutiens, de ses propres bases. Je crois que l'Iran ne peut pas se permettre de jouer avec la question nucléaire, parce que l'objectif quand même profond des dirigeants, des vrais dirigeants iraniens, est d'aboutir un jour à l'arme nucléaire pour assurer leur invulnérabilité. Et effectivement, beaucoup d'événements dans le monde aujourd'hui démontrent que c'est peut-être une condition pour assurer l'invulnérabilité. Or, effectivement, Netanyahou n'attend qu'une occasion pour précipiter une frappe sur tous les moyens nucléaires de l'Iran. C'est aussi un objectif profond de Netanyahou. Donc les Iraniens ne vont pas fournir ce prétexte dans les prochains jours, sous couvert de retrouver laver l'humiliation qu'a constitué l'élimination d'un dirigeant du Hamas sur leur propre sol. Donc je crois que le nucléaire est sorti du champ des possibilités de rétorsion de l'Iran, et que l'Iran va probablement réagir, probablement plus fortement en effet que la fois précédente, mais avec des envois de missiles en direction d'Israël, avec la complicité de ses proxys. Je doute aussi qu'ils s'attaquent directement cette fois à des bases américaines, parce que la réplique sera immédiate, évidemment proportionnée, mais immédiate. Avec Sky News arabien qui cite des sources anonymes des services de renseignements occidentaux et qui parle peut-être d'une attaque lors de la fête juive de Tisha B'Av. Ce serait le 12 et le 13 août pour un impact tactique, psychologique et émotionnel. Ça, c'est effectivement des informations des services de renseignements occidentaux, des sources anonymes citées par Sky News arabien. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Téhéran, parce qu'il y a certains médias qui publient des informations, le Télégraphe notamment, qui indique ce matin que le Mossad aurait recruter des agents iraniens au sein des unités chargées de la protection des hautes instances du régime. Ça, effectivement, rien d'étonnant à ça. C'est plutôt classique.
On le sait, ils le savent aussi, ils savent qu'à tout moment, dès que les Israéliens le souhaitent, ils peuvent éliminer le guide de la révolution, le grand ayatollah Khomeini. Donc, ces heures sont comptées, ils savent que leur vie tient à la bonne volonté des Israéliens. Ils savent à quel point leur système est pénétré, infiltré par les espions. Et c'est ça qui les rend d'autant plus vulnérables et fragiles. Avec cette conséquence à l'Iran qui procède à des arrestations pour rechercher les suspects qui ont participé à l'assassinat de Haniyeh. Donc il y avait des complicités internes. 12 de personnes qui auraient été arrêtées selon le New York Times, dont de hauts responsables des services de renseignement, des responsables militaires, des employés d'une maison d'hôtes gérée par l'armée à Téhéran. C'est un ménage effectivement auquel on s'attendait. On attendait d'ailleurs une réaction de l'Iran depuis mercredi. Oui, on s'attendait d'abord à une purge de l'entourage de Mohammad Kazemi, qui est le chef du renseignement iranien, parce que en moins de 24 heures, il perd quand même la tête du Hamas, une tête du Hezbollah et encore une tête du Hamas. Donc évidemment, on s'attendait à une purge. Et aussi parce que la transition, je parle sous votre contrôle, mais le fait d'avoir un nouveau président, une nouvelle administration et de nouvelles têtes aussi au niveau des passes d'Aran, donc du corps des gardiens de la révolution islamique, il y a toujours des révolutions de palais. C'était le cas, par exemple, après la chute de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait une purge dans tous les cas. Quelque part, ce qui vient de se passer cette semaine accélère, à mon avis, une purge qui aurait dû advenir. Maintenant, la question, c'est qui en sort gagnant ? Est-ce que ce sont les gens dans l'entourage du guide suprême Ali Khamenei qui seront plutôt dans l'idée qu'il faut remettre un peu, vous savez, l'équivalent des siloviki dont on parle en Russie, de remettre des faucons au pouvoir? Ou est-ce que justement ils joueront la carte qui est celle de Massoud Pezeshkian, le nouveau président, qui lui justement voulait remettre des gens un peu plus, on va dire, conciliants, par exemple avec les Occidentaux, des gens capables, par exemple, de travailler avec des Européens ou des Américains pour, enlever des sanctions économiques, par exemple. Myriam Medrad, justement, sur ces différentes hypothèses qui sont toujours sur la table, à la fois des engins explosifs placés dans la chambre d'Ismaël Haniyeh, ou alors on parlait effectivement soit d'un drone ou d'un tir de missile qui aurait visé directement cette résidence. Quel est votre sentiment à vous, et puis sentiment aussi sur ce ménage en cours et qui était annoncé à Téhéran? Je pense que tout est possible, et puis c'est vrai que cette infiltration, elle est de longue date. Vous savez, je connais très bien l'Irak. Saddam Hussein lui-même, de son vivant, se savait espionné par les Israéliens. Il lisait d'ailleurs les productions de certains chercheurs israéliens liés au Mossad, donc il n'y a aucune surprise, et ça a toujours été le cas. On aura plus de difficultés, je pense, à savoir comment, en effet, cette opération a été conduite, par quel biais, au-delà des purges, je dirais, qui sont organisées, exécutées pour la forme. Maintenant, ça remet tout de même au centre le rôle, justement, des proxys, parce que proxy mandataire jusqu'à un certain point, mais finalement, si on prend le cas du Hezbollah, le Hezbollah est beaucoup plus hermétique, finalement, que l'est la République islamique. Donc on a beaucoup, vous savez, parlé du parrainage, de la tutelle exercée par l'Iran sur ces groupes, mais c'est là aussi que l'autonomie, la capacité d'action de ces mandataires est remise au centre. Le Hezbollah, par exemple, je pense, a des capacités à développer au fil du temps, des capacités de contournement justement de ce renseignement israélien beaucoup plus importantes que la République islamique. Alors après, on peut avoir différentes interprétations, mais c'est vrai que ça pose des questions intéressantes en termes de renseignement et encore une fois sur la place véritable de ceux qu'on décrit comme étant de simples proxys, qui sont beaucoup plus forts, à mon avis, qu'on ne le pense. Anna Shirali. Oui, je voulais aller dans le sens de Myriam pour dire qu'il faut tenir compte que les proxys de la République islamique ne sont pas des soldats idéologiques prêts à tout faire pour défendre la République islamique et son idéologie. Ce sont les mercenaires. On les paye, on les protège, ils vont lutter pour la République islamique. À partir du moment où la République islamique manifeste un visage faible, elle est faible. À partir du moment où ces mercenaires savent à quel point elle est incapable d'assurer sa propre sécurité et la sécurité de ses membres, alors à ce moment-là, on peut quand même attendre que ces proxys ne fonctionnent pas, ne travaillent pas, ne luttent pas pour la République islamique. Si vous me permettez, je voulais juste souligner un autre point, c'est que les Iraniens, quel que soit leur choix politique, sont furieux parce que depuis l'assassinat d'Ismaël Haniyeh en Iran, aucun
responsable politique iranien, aucun membre de gouvernement, aucun membre de l'État n'est venu donner la moindre explication aux Iraniens. Il n'y a que quelques journalistes de la télévision nationale qui ont émis des hypothèses totalement invraisemblables. Par contre, personne n'a jugé digne de donner la moindre explication aux Iraniens. Et ça fait vraiment, ça a mis en rage la société dans sa totalité. Oui, effectivement, on s'attendait à des explications de la part de l'Iran, explications qui ne sont toujours pas venues à l'heure actuelle. Et Ismaël Haniyeh, dont on parlait, a été enterré hier à Doha, au Qatar, où il vivait entouré de milliers de fidèles, mais aussi de hauts responsables du Hamas, et dont Khaled Meshal qui est considéré comme l'un des principaux candidats à la succession de Haniyeh à la tête du bureau politique du Hamas, et dans le viseur également d'Israël. D'autres hauts responsables étaient également présents, comme le vice-premier ministre iranien, l'émir du Qatar ou encore le ministre turc des Affaires étrangères. Sur cette présence de dignitaires étrangers à Doha, Claude Blanc-Ménon, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Bon, c'est pas une surprise, effectivement, puisque ce sont des représentants d'États, de groupes qui soutiennent la cause palestinienne, et en l'occurrence, Gaza apparaît et le Hamas comme étant les principaux défenseurs aujourd'hui de la cause palestinienne. Donc le chef de la branche politique du Hamas a été tué à l'étranger. Bon, il y a effectivement la défaillance totale du système iranien, du système de protection iranien dans cette affaire, mais bien entendu, tous les gens qui politiquement sont proches du Hamas assistent aux obsèques de M. Haniyeh. Avec Khaled Meshal qui est donc sur place, qu'on a vu sur ces images s'exprimer d'ailleurs. C'est peut-être lui qui pourrait prendre la suite ? Oui, alors là où il serait crédible pour prendre la suite, c'est que c'était le prédécesseur de Haniyeh à la tête du bureau politique du Hamas. Après, il y a ce qui décrédibilise pour le coup Meshal comme successeur, c'est qu'il a pas mal perdu en crédit. En plus d'ailleurs, à propos de l'Iran, par exemple, Meshal, je crois, est assez connu pour avoir d'assez mauvaises relations avec les Iraniens. C'était pas le cas évidemment d'Haniyeh ou encore de Sinwar. Les deux qui seraient plus crédibles à mon avis pour prendre du galon plutôt que Meshal, ce serait évidemment Yahya Sinwar. C'est lui le dernier cerveau du 7 octobre, c'est lui qui tient le plus Gaza. Il y en a un autre, c'est Zabarin. Zabarin, lui, c'est normalement le chef au niveau des prisonniers du Hamas en Israël, mais c'est aussi le chef de facto du Hamas en Cisjordanie. Donc ce serait lui qui serait davantage, en niveau de capital politique, susceptible de prendre la place de quelqu'un comme Haniyeh. Oui, parce que Yahya Sinwar, ses jours sont... Oui, sans compter, s'il n'est pas déjà mort, on espère. Mais... Ce serait assez ironique si jamais c'était Khaled Meshal, qu'il décidait quand même de nommer Khaled Meshal, puisque cela voudrait dire que le successeur d'une personne tuée par les Israéliens serait une personne que les Israéliens ont tenté de tuer, et ils ont échoué la tentative d'assassinat qu'ils avaient menée contre lui en 96 ou 97 en Jordanie, et qui avait fait d'ailleurs beaucoup de bruit et beaucoup de mal à Israël à l'époque. Effectivement, alors on peut se poser la question de la présence du Qatar. Est-ce que le Qatar est présent au Caire ? Parce que le Qatar avait dit, on réfléchit à jeter l'éponge. Après ce qui s'est passé, voilà ce que disait notamment l'un des négociateurs. Comment une médiation peut-elle réussir lorsqu'une partie assassine le négociateur de l'autre côté ? Est-ce que le Qatar est présent au Caire ? Certainement, mais le problème, c'est que les négociations n'avançaient pas. Si ça avançait, on n'en était pas là. Donc, ce n'est pas parce qu'on a tué Ismaël Haniyeh que les négociations vont s'arrêter. C'est parce que les négociations se sont arrêtées qu'on a assassiné Ismaël Haniyeh. Il faut regarder peut-être dans un autre sens. En 48 heures, en tout cas, effectivement, on a appris l'élimination de 3 hommes clés, des 3 H, comme on les surnomme maintenant, Hamas, Hezbollah, Houthi. Des éliminations qui se poursuivent, selon un journal saoudien basé à Londres. Eh bien, l'armée israélienne aurait tué 5 dirigeants politiques et militaires du Hamas lors d'une frappe aérienne dans la ville de Gaza il y a plus d'une semaine, et parmi eux le Premier ministre de la bande de Gaza. Le Hezbollah, lui, est considéré comme la menace numéro 1 d'Israël, très bien armé, formé, opérationnel, capacité d'agir intacte, 150 000 roquettes en sa possession. Et Hassan Nasrallah, qui s'est exprimé jeudi, qui a indiqué qu'Israël n'avait même pas idée de la ligne rouge qu'il avait franchie, mais on apprend en même temps que, il y a du déménagement dans l'air. Effectivement, il y a des membres du Hezbollah qui sont en train de changer d'endroit, qui ont déplacé du matériel. Ils se sentent visés, les membres du Hezbollah, aujourd'hui ? Ils ont des raisons de l'être. Alors après, déjà, Nasrallah,
faut prendre une chose dans ses discours quand il menace Israël, c'est qu'avant c'était un homme qui avait une parole rare et qui comptait. On observe depuis le début du conflit déclenché par le Hamas en octobre 2023 que Nasrallah fait beaucoup de menaces en l'air. Donc Nasrallah a perdu du capital politique à la fois auprès de ses soutiens au Liban, auprès de ceux qui votent pour le Hezbollah, et aussi au niveau des gens dans son organisation. J'en prends un qui, lui, c'est un Iranien pour le coup, Monsieur Tabatabai, qui est l'envoyé personnel de Khamenei au Liban et qui est aussi un des interlocuteurs du Hezbollah. Eux, par exemple, sont un peu là aussi pour reprendre la main, pour que le parrain iranien reprenne la main sur le Hezbollah. Donc, je suis pas en train de dire que Nasrallah est devenu un homme de paille ou qu'il a perdu le contrôle, mais il n'empêche que c'est quelqu'un de très affaibli, y compris dans son contrôle du Hezbollah. Et on va tout de suite aller à Beyrouth, on va aller voir Arthur Saradin. Bonjour Arthur et merci beaucoup d'être avec nous dans le temps de l'info. Le Hezbollah qui serait donc en train, en quelque sorte, de demander à ses membres d'être très prudents, de se cacher, de changer en tout cas de plan, qui serait en train d'avoir peur de faire les frais de cette stratégie d'élimination ciblée de la part d'Israël. On rappelle que Hassan Nasrallah, lui, on l'a plus vu depuis 6 ans. Il est caché probablement sous terre et on ne l'a plus vu ces dernières années. Oui, absolument. C'est la chaîne saoudienne Al Arabiya qui a publié l'information et qui a dit que le Hezbollah demandait à certains de ses hommes de la banlieue sud de quitter justement la banlieue sud pour se réfugier ailleurs dans le pays. Alors, ça peut s'expliquer par 2 raisons. La première, c'est que le Hezbollah a quand même essuyé une certaine déconvenue mardi dernier avec la mort d'un de ses hauts gradés militaires dans la banlieue sud, qui est une zone densément peuplée, où la frappe a d'ailleurs fait 5 civils, mais qui a aussi fait 80 blessés. Elle aurait pu être plus grave sur le bilan humain, c'est ce qui aussi inquiète le Hezbollah. Mais il faut aussi lire, à mon avis, entre les lignes, notamment, regardez ce qui a été publié par le journal Al-Akhbar. Le journal Al-Akhbar, c'est le journal du Hezbollah, où il fait fuiter un peu les informations qu'il a envie. Et on a pu lire hier dans ce journal que le Hezbollah a ses relations diplomatiques dans les négociations très tendues avec les Américains, parce que la milice chiite, en fait, pensait que les Israéliens n'allaient pas attaquer, en tout cas faire cette opération militaire sur la banlieue sud. C'est les Américains qui auraient confié ça au Hezbollah, et le Hezbollah se sent trahi et ça peut avoir beaucoup de conséquences, cette information, notamment le fait que le Hezbollah ne donne moins d'informations sur la potentielle riposte qu'il pourrait coordonner avec l'Iran. La riposte iranienne qui avait eu lieu en avril dernier n'avait pas été rendue publique, mais disons que les sources occidentales, Washington et compagnie, savaient que cette riposte allait avoir lieu, étaient préparées, et donc ça inquiète un peu plus les Américains de cette riposte potentielle. Rappelons que les Américains ont d'ailleurs fait venir 3 navires de guerre supplémentaires en Méditerranée orientale pour de la dissuasion, mais aussi en cas de nécessité d'évacuer des ressortissants vers l'Europe. Merci beaucoup Arthur Saradin en direct de Beyrouth pour LCI. On revient vers vous Myriam Benrad, vous êtes toujours avec nous. Pour Israël, c'est le Hezbollah qui est la menace numéro 1. C'est le Hezbollah qui peut leur porter le plus grand préjudice. En l'état, oui, parce que tout de même, vous avez mentionné l'élimination d'un certain nombre de cadres du Hamas. Alors, on parle de la succession. On sait que le mouvement, d'une manière ou d'une autre, va se régénérer, mais tout de même, c'est la disparition de ces figures charismatiques, historiques du mouvement. Ça porte un coup à ce groupe, comme à d'autres. C'est le cas aussi pour le Hezbollah. Donc, c'est d'ailleurs une stratégie qui a été aussi conduite, vous vous en souvenez, concernant d'autres groupes djihadistes comme l'État islamique. C'était la stratégie des Américains d'éliminer les chefs pour affaiblir le groupe en interne, pour diviser les rangs et pour, évidemment, en répercussion de ces évolutions, affaiblir aussi le potentiel mobilisateur. Le Hezbollah, pour vous répondre, est aujourd'hui, je pense, la principale menace contre Israël, bien avant d'ailleurs le rôle, encore une fois, que l'on peut accorder à la République islamique qui appuie le Hezbollah, qui a un lien symbiotique avec ce mouvement, mais le Hezbollah a une tradition, je dirais, de lutte armée contre Israël, de confrontation extrêmement violente depuis maintenant des décennies, et on a vu très concrètement comment les zones du Nord ont dû être dépeuplées des populations civiles du fait de l'intensification des attaques de part et d'autre, et notamment des attaques conduites par le Hezbollah. Maintenant, peut-être quand même une dernière chose, cela étant, le Hezbollah n'a pas d'intérêt à précipiter le Liban dans une guerre avec Israël qui serait, je dirais, qui sonnerait vraiment le glas de tous les espoirs que les Libanais peuvent aujourd'hui placer dans un relèvement
de leur pays qui est un État failli assez largement et qui, sur le plan économique, est à genoux. Donc le Hezbollah sait quelles sont les limites, même si, encore une fois, vous faites bien de poser la question, ça reste, je pense, l'acteur le plus dangereux contre Israël et les Israéliens le savent. Merci beaucoup Myriam Benrad d'être intervenue dans le temps de l'info sur LCI. Restez avec nous dans un petit instant. On s'intéressera à cette libération lors de cet échange de prisonniers exceptionnel entre Moscou et plusieurs pays occidentaux. Certains anciens prisonniers par l'opposant numéro 1 Vladimir Kara-Murza qui ne souhaitait pas quitter la Russie, qu'elle a été expulsée contre son gré. On écoutera aussi le journaliste du Wall Street Journal qui parle également, Evan Gershkovitch. À tout de suite sur LCI.